Vous écoutez Chronique de Dirlo, le podcast qui donne la parole aux directeurs et directrices d'école, sur le terrain, au quotidien. un espace de partage, d'expérience et d'inspiration. Présenté par Anaïs et Valérian, directeurs d'école et auteurs des blogs Maîtresse en basket et Dirlo en basket. Bonjour et bienvenue dans Chronique de Dirlo, le podcast qui accompagne les directeurs et directrices d'école dans leur mission quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment important, mais parfois source de stress, l'organisation des élections des représentants des parents d'élèves. Dans cet épisode, nous allons vous donner les repères essentiels pour organiser et tenir ce scrutin en toute sérénité. Sachez que vous pourrez retrouver toutes nos astuces et nos conseils dans notre livre Organiser sa direction d'école aux éditions Nathan. Première partie. Pourquoi ces élections sont-elles importantes ? Les représentants de parents d'élèves jouent un rôle officiel dans la vie de l'école. Le déroulement des élections est défini par l'article 111 du Code de l'éducation. Les parents siègent au conseil d'école, participent au débat, donnent l'avis des familles et peuvent être force de proposition. Ils sont également les accompagnants des familles en cas de besoin, notamment lors d'équipes éducatives ou de rendez-vous. Les élections, c'est donc le moment où on installe cette représentation démocratique. C'est aussi un signal fort envoyé aux parents, votre voix compte dans l'école. Deuxième partie, qui peut voter et qui peut être élu ? Tout parent d'élève inscrit dans l'école peut voter. Les deux parents votent chacun une fois, même s'ils ont plusieurs enfants dans l'école. Peuvent être candidats les parents ou représentants légaux, ainsi que toute personne ayant l'autorité parentale. Petit rappel à donner aux familles, le scrutin est individuel et secret. Alors, on a eu la dernière fois sur Instagram, on avait fait un sondage pour savoir quelles étaient vos questions, quels étaient vos besoins. Et il y a une situation qui m'a interpellé, parce que je la trouvais très représentative du respect des textes et du fait de ne pas prendre parti. La question, Anaïs, je te la pose. Dans le cadre d'une famille séparée, la mère refuse que le père se présente comme représentant des parents d'élèves. Eh bien, dans ce cas précis, la mère ne peut pas refuser, ne peut pas donner son avis sur le fait que le père se présente aux élections de parents d'élèves. Le père a tout à fait le droit, tout comme la mère, de se présenter et l'autre parent, même s'ils sont séparés, n'a pas son mot à dire là-dessus. C'est-à-dire que même un parent, mais quel qu'il soit, qui ne verrait pas ses enfants, qui ne les prendrait pas en garde, mais qui a encore l'autorité parentale, aurait tout à fait le droit de se présenter sur la liste et d'être élu. Et ça, on peut pas l'interdire. Il n'y a qu'un jugement avec un retrait de l'autorité parentale qui permettrait que cette situation puisse se réaliser. Mais dans ces cas-là, la mère peut s'y opposer, mais on ne peut rien y faire. Attention, il ne faut pas confondre aussi séparation, jugement pour une garde d'enfants et jugement pour une autorité parentale. Il faut savoir quand même que le retrait de l'autorité parentale, c'est quelque chose de très rare et de très très dur à obtenir. Oui, c'est complètement. quand même assez rare. On l'a rarement vu nous dans les écoles. Voilà, quand on l'a vu, c'est des situations vraiment très particulières. Très particulières. Donc si jamais un parent vient vous voir en disant que l'autre parent n'a pas l'autorité parentale, exigez du moins la page conclusion du jugement pour que vous puissiez le constater, parce que tant que vous n'avez pas ce document-là, vous ne pouvez pas préjuger que l'autre parent n'a plus l'autorité parentale. C'est comme le parent qui barre l'adresse de l'autre parent sur la fiche de renseignement. À partir du moment où vous n'avez pas d'information comme quoi le parent n'a pas autorité parentale, ce parent existe toujours. Troisième partie, le rôle du directeur d'école dans l'organisation des élections. Le directeur est l'organisateur du scrutin, c'est sa responsabilité. Ses missions principales sont 1. Informer les familles. Il doit réunir la commission électorale dans les 15 jours après la rentrée. Et c'est le moment où on reçoit, généralement c'est les parents élus de l'ancien conseil d'école, pour déjà définir le calendrier et présenter la notice explicative et le calendrier fourni par les DS2N. Donc ça, généralement, on reçoit un mail en juin et en septembre pour nous redonner vraiment tout le calendrier. C'est une circulaire qui est départementale et qui découle de la circulaire d'Eduscol, de la circulaire ministérielle. Cette circulaire, elle doit être affichée avec le calendrier pour que, si jamais vous avez des parents qui décident spontanément de se présenter, ils puissent venir à cette commission électorale. Lors de cette commission, vous allez préciser la date du scrutin, les modalités de vol, si c'est présentiel, correspondance, et on verra tout à l'heure si on le fait par voie électronique, et surtout organiser la mise sous pli du matériel d'élection, parce que ça soit en présentiel ou par correspondance, il doit y avoir une proposition de vote par correspondance.
Voilà, vraiment bien penser à se référer au calendrier départemental, ça va être votre guide et vous ne pouvez pas aller contre ce calendrier au risque de vous voir retoquer au tribunal administratif si jamais il y avait un recours. Alors, on avait vu des situations qui nous sont remontées, là, des questions. Si jamais on n'a pas assez de candidatures, si on n'a pas du tout de candidatures, et combien est-ce qu'il doit y avoir de représentants, de candidats pour l'école? Alors déjà, s'il n'y a pas de candidature, vous ne pouvez pas forcer les gens, hein. On déclare qu'il n'y a pas de candidature et on fait un appel aux volontaires simplement. À partir du moment où on a un appel aux volontaires, on fait un tirage au sort et on tire au sort parmi les volontaires. Si jamais il n'y a aucun, mais vraiment aucun candidat qui se présente, eh ben, il n'y a pas de représentant des parents d'élèves au conseil d'école. Le conseil d'école se réunit quand même, mais il n'y a pas de représentant de parents d'élèves puisqu'il n'y a pas eu de volontaire. Alors si jamais vous n'avez pas assez de parents, donc là j'avais 5 classes et un parent, vous ne pouvez pas. Voilà, on est toujours dans la même configuration, parce qu'il doit y avoir deux parents par liste pour constituer une liste, un minima. On ne peut pas y avoir un seul parent. Mais si jamais vous avez par exemple 5 classes et seulement 3 parents, et ben c'est pareil, vous faites une liste avec ces 3 parents et ensuite, après les élections, vous faites un appel aux volontaires et vous faites un tirage au sort parmi les volontaires. Alors, combien de candidats sur la liste? Il doit y avoir autant de candidats que de classes. Alors c'est très simple pour les classes, que j'en parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps. Les CP dédoublés, les CE1 à dédoubler, les ULIS comptent comme une classe, hein. Ça compte déjà dans notre taux de décharge, et ça compte aussi dans notre indice. Donc ça compte aussi comme une classe. Donc si jamais vous avez 6 classes, une ULIS et 3 CP dédoublés, et ben ça fait 10 classes. Vous avez 10 représentants de parents titulaires et autant de suppléants. Si par contre il n'y a pas assez de suppléants, si jamais il y a 10 candidats, 10 titulaires et 3 suppléants, ça fonctionne, hein. Ou s'il n'y a pas de suppléants d'ailleurs. Ou s'il n'y a pas de suppléants du tout, hein, voilà. C'est comme moi, chaque année vous êtes à on en a 8, c'est bon. Voilà, c'est ça. Tant qu'on a 8 titulaires. Moi, ils se battent, voilà. Mais oui, effectivement, l'idée, c'est qu'il y ait qu'il y ait au moins autant de titulaires que de. Alors, ils ne sont pas obligés d'être chacun dans une classe différente. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un représentant par classe. Il peut très bien y avoir les 10 mêmes parents qui se présentent, qui sont dans la même classe. Voilà. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on pourrait inciter les parents à se présenter justement sur cette fameuse liste? Là, j'ai envie de vous dire, il faut donner de sa personne. Il faut être à la porte de l'école et il faut racoler, hein. Oui, c'est mes journées depuis 10 jours d'ailleurs. Voilà, c'est assez honteux, hein, il faut proposer aux familles, leur dire qu'on a besoin d'eux, que l'école a besoin d'eux. Voilà. Insister aussi sur le fait que ça ne va pas leur demander un travail extraordinaire au niveau du taux horaire de réunion, parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur aux familles. Ils disent oui, mais je ne suis pas forcément là, et puis je ne peux pas assister à tous les conseils d'école. Mais ça, on va dire, c'est pas le plus grave là-dedans. C'est vraiment l'idée, c'est que ça fonctionne sur toute l'année, quoi. L'idée, c'est qu'il y ait au moins une démocratie participative dans l'école. C'est que les représentants puissent être là pour le conseil d'école et qu'ils puissent poser des questions, simplement qu'on puisse rendre lisible l'école. Et je pense que ça, c'est vraiment un essentiel dans nos écoles. Et vraiment, voilà, il faut inciter, c'est le bouche à oreille. Et puis voilà, des fois, on arrive une année à en convaincre un de force. Et, Moi, cette année, j'en ai eu un. Et du coup, l'année d'après, ils reviennent parce qu'ils sont prêts au jeu, quoi. Puis ils ramènent un de leurs copains. Puis c'est vraiment comme ça qu'on essaie de créer du lien, essayer de voir peut-être s'il y a des parents, voilà, qui sont toujours un petit peu râleurs, mais leur dire vous devriez vous présenter, ça serait bien, vous auriez un cadre, voilà, ça serait à ce moment-là de. Voilà. C'est vrai que c'est le cas. Moi, quand je suis arrivée il y a 4 ans, il n'y avait personne qui voulait se présenter, c'était une catastrophe. J'étais en pleurs tous les jours à dire à Valérie, il n'y a personne sur ma liste, personne ne veut le faire et tout. Et j'ai fini par racoler 4-5 parents. Et aujourd'hui, c'est 4 ans après, c'est toujours les mêmes 4-5 parents. C'est les premiers de ma liste, ils le savent, c'est même plus. Cette année, ils m'ont même dit, vous écrivez directement notre nom, on va venir signer. Et ils sont venus signer, c'est ça le pire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait une liste, il doit y avoir 2 personnes minimum. Vous pouvez avoir plusieurs listes, vous pouvez avoir autant de listes que vous voulez, mais dans le cas d'Anaïs, les parents ne se sont pas constitués comme liste. Donc, comment est-ce que dans ces cas-là, on fait la liste, on fait la liste des titulaires? Bon, déjà, si tu n'as qu'une liste, tout le monde va être élu, hein. Je pense que tu as déjà que 8 titulaires. Oui. Déjà, il faudrait qu'ils viennent après aux réunions, mais au moins que les 8 titulaires
titulaires sont élus, et ben on les met dans l'ordre, soit c'est l'ordre alphabétique, soit c'est l'ordre que eux décident. Voilà, on les met il n'y a pas de règle en Il n'y a fait. pas de règle. Si jamais il y a un vrai désaccord, c'est la liste alphabétique qui prend le pas. Puis, en fait, ils sont ce qu'on dit en liste d'union libre. Ils ne sont pas fédérés en association. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation d'être fédéré Non, en tout à fait. association. Et souvent, du coup, le président des parents d'élèves enfin pas souvent d'ailleurs, le président des parents d'élèves en union libre, en fait, c'est le premier nom qui est sur la liste. C'est ça, Tout c'est simplement. la liste de Monsieur Tartampion parce que Voilà. et c'est le premier Parce qui que c'est arrive. le premier. Et puis, Alors, si jamais vous avez plusieurs listes, ce qu'il faut savoir, c'est que les parents d'élèves qui vont être inscrits selon l'ordre des postes. C'est-à-dire que la liste doit correspondre à l'annexe et ils doivent mettre les titulaires en premier et les suppléants après. On ne pourra pas avoir un suppléant qui décide de devenir titulaire par la suite, et surtout, ça donne l'ordre ensuite de validation. Si jamais, par exemple, cette liste a obtenu que 4 sièges, ce sont les 4 premiers sur la liste qui vont être titulaires, plus 4 suivants qui seront suppléants, même s'ils étaient inscrits sur la liste titulaire. Mais ça, on en reparlera après sur ça. Le point que je voulais aborder avant de redonner la parole à Anaïs, c'était vraiment comment est-ce qu'on pouvait passer au tout numérique ou au tout correspondance. Alors, sur le papier, c'est très simple. Il suffit simplement que le dernier conseil d'école de l'année dernière se prononce sur le fait de passer au tout numérique ou au toute correspondance. C'est aussi simple, vous mettez la question à l'ordre du jour et le conseil d'école donne son avis sur ce point-là. Et ensuite, eh bien, il faut préparer le matériel de vote. Parce que ce soit par correspondance ou en présentiel, on a un matériel à préparer pour les familles. La première chose qu'on va faire, c'est éditer la liste électorale. Donc pour ça, rien de plus simple, on va dans Onde, liste, éditer la liste électorale. Vous allez voir, il y a toute une partie élection des parents d'élèves sur Onde. Et là, on va s'assurer qu'on a bien un parent pour une voix. Il faut vérifier qu'on n'a aucun doublon justement dans ces listes. Et c'est pour ça qu'en début d'année, on vérifie les fiches de renseignement, fiches d'urgence que les familles vont avoir remplies. Pour justement vérifier dans Onde qu'on a bien tous les parents au bon nom, à la bonne adresse. Déjà l'avoir fait en avance, ça nous permet de checker la liste électorale. Alors, je voudrais juste rajouter que sur Onde, il faut que vous éditiez la liste électorale le jour sur le calendrier, on vous dit d'éditer la liste électorale. Donc là, cette année, c'était le 19 septembre pour les élections au 10 octobre. L'idée, c'est que si jamais une famille déménage le 20 septembre, elle ne peut pas voter dans l'école à partir aux prochaines élections. Ils peuvent arriver n'importe quand. Maintenant, il n'y a que ceux qui étaient inscrits sur la liste électorale avant le 19 septembre à minuit qui peuvent voter. C'est justement l'intérêt d'éditer cette liste en amont, puis de bien faire attention qu'il n'y a pas plus d'électeurs que ce qu'il devrait. Surtout quand on dit de respecter le calendrier, c'est vraiment, vraiment très nécessaire. Parce que justement, comme le disait Valérian, on peut avoir des recours qui sont faits au tribunal administratif, c'est-à-dire des familles, des parents, des listes qui ne sont pas d'accord avec les résultats des élections et qui vont justement aller voir le juge pour demander vérification. Et c'est vraiment arrivé. Ça arrive de mes collègues. Quand j'étais ma première année, c'est monté au tribunal administratif. Et je peux vous dire que la collègue, elle a passé un très très mauvais moment parce que l'institution ne lui a pas pardonné, à tel point que lorsque les élections ont été annulées par le tribunal administratif, ou je ne sais plus si la DAZEN a décidé d'annuler les élections. Enfin, bref, en tout cas, il y a eu des nouvelles élections qui ont été organisées et il y avait un représentant de la DSDEN, voire de la DAZEN, je me demande si c'était pas un UN en charge, qui était présent ce jour-là. Enfin, c'est vraiment hyper désagréable et c'était pour une broutille. Vraiment, c'était pour une absence de 3 minutes de l'urne. En fait, elle avait laissé l'urne sans surveillance pendant 3 minutes et une liste, c'était très conflictuel et il y a une liste qu'on a profité pour faire un recours parce qu'ils avaient perdu les élections. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on nous fait un peu peur, j'ai envie de dire, mais moi je me rappelle que j'étais en formation de directeur. Alors, j'étais en formation de directeur le jour de l'élection des parents d'élèves sur l'élection des parents d'élèves, c'était génial. Et, toujours très pratique. C'est toujours très pratique. Et c'est quelque chose qu'on nous a raconté aussi, des situations comme ça. Ah, ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Et moi, j'étais déjà pétrifiée sur ma première année d'élection.
je crois que j'en ai pas dormi. Vraiment, j'étais pétrifiée d'oublier quelque chose, de rater une date, de faire. Je crois que je me prenais même la tête, enfin, je me suis pris la tête pendant 10 ans sur la taille du bulletin de vote parce qu'il fallait absolument que ce soit parfait. Il faut que ce soit parfait, hein, mais en fait, c'est très simple. Et du coup, je me souviens que ça m'a fait assez, quand même, enfin, ça m'avait fait peur, ça m'avait marqué. Même la deuxième année aussi, pareil, j'étais toujours en panique. Là, ça commence à aller mieux. Donc justement, après la liste électorale, il va falloir préparer les bulletins de vote. Et là encore, les bulletins de vote, c'est vraiment très cadré. Donc vous suivez l'annexe qui est sur EduScol à propos des élections et vous allez voir que c'est une taille très, très particulière. Donc votre bulletin de vote doit faire la taille, je crois que c'est 10 par je sais plus En fait, combien. c'est tout bête. C'est une feuille à 4 pliée en 4. 4, voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, Mais la taille précise, elle est précisée Oui. sur ça. Elle est aussi précisée dans notre livre, du coup, aux éditions Nathan. Et là, tu l'as plus en tête. 10 quelque chose Ouais, par ouais, quelque ça, chose. on Voilà. voit qu'on est à la moitié de la période, on n'a plus de cerveau, ouais, ça y est. Mais moi, je ne les ai pas encore refait en plus mes bulletins de vote parce que justement, les bulletins de vote, ils doivent être édités. Là, cette année, par exemple, le bulletin de vote ne peut être édité que le jeudi 2 octobre pour une remise le vendredi 3 octobre. Et c'est ça qui est vraiment très très chaud avec les élections de parents d'élèves. C'est que du coup, on ne peut pas éditer les bulletins avant jeudi parce qu'en fait, la date limite pour qu'un candidat se désiste et soit remplacé, c'est le mercredi 1er octobre à minuit. Donc vous ne pouvez pas éditer vos bulletins de vote en avance ou, enfin, allez-y, hein, mais si jamais vous avez un désistement, risque, ouais. c'est à vos risques et périls, il faut tout recommencer. Et là, on a une pensée pour les directeurs qui ne sont pas déchargés, qui doivent... voilà. Bon, après, c'est des petites écoles, mais ça n'empêche pas que le stress et le travail à faire est important. C'est très stressant, ouais. Ensuite, du coup, avec ces bulletins de vote, il va falloir des enveloppes. Alors, nous, on utilise 3 enveloppes. Donc là, on va essayer de voir que c'est les poupées russes. Votre bulletin de vote doit aller dans une petite enveloppe. Cette petite enveloppe, ça doit être la même pour tous les parents. Voilà, faut pas qu'on puisse identifier une autre enveloppe que... Donc la même couleur, en fait, c'est ça. La même couleur. Ouais. Et si vous avez décidé qu'elles étaient roses, il faut qu'elles soient toutes roses. Voilà, parce que cette année, les miennes sont roses. Ensuite, cette petite enveloppe, ce bulletin de vote va dans une plus grande enveloppe sur laquelle il y a écrit, dans mon cas, on est en élection par correspondance uniquement, et donc on a écrit dessus élection des représentants des parents d'élèves, nom, prénom, signature. Alors je vous rassure, on ne l'écrit pas, j'ai fait faire un tampon sur internet sur les conseils de Valérian, et du coup moi les parents d'élèves qui font la mise sous pli, ils tamponnent chaque enveloppe. Et cette enveloppe, elle est mise dans une plus grande enveloppe sur laquelle, là, est collée l'étiquette avec le nom des parents, l'adresse, le nom de l'enfant, que vous allez... Le nom de l'aîné. De l'aîné. Des fratries, ouais, je précise, ouais. Que vous allez pouvoir éditer depuis Onde. Là aussi, il y a un super tuto dans le livre Organiser sa direction d'école. Ah, je sais pas qui l'a fait, mais ça a l'air vraiment trop bien. Il a apprécié, ouais, enfin, je regarde. Ce magnifique tuto, on est très fiers de ce tuto. Il est disponible justement, il vous explique comment programmer Onde pour pouvoir imprimer vos étiquettes sur du papier autocollant. Et l'avantage, c'est que chaque année, ça reste d'une année à l'autre. Donc après, on n'avait plus qu'à acheter le même type de papier. Faut juste penser à acheter le même papier, c'est ça le drame. Voilà, il y a des personnes qui n'achètent pas le même type de papier Oui, chaque année. Mais bon, c'est pas grave, je sais pas, je fais mon regard. Non mais, enfin, moi je comprends pas, question qu'on trouve souvent sur internet, mais pourquoi est-ce que tu imprimes les étiquettes alors que tu donnes les enveloppes aux familles directement, enfin aux enfants directement? Alors oui, on donne les enveloppes aux enfants directement pour qu'ils le donnent aux familles. Très bien, mais ça marche pour les parents qui vivent avec leurs enfants. On vous rappelle que chaque parent a le droit de vote. Donc même un parent qui n'a pas la garde de son enfant, et on y revient, doit avoir le matériel de vote à disposition pour pouvoir justement voter et vous renvoyer l'enveloppe pour que ça rentre dans ces élections, justement. Alors, je dirais même plus que c'est une facilité pour nous d'organisation, parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que le nom de l'aîné. Et ça va permettre d'être sûr de ne donner qu'une seule enveloppe par famille, hein, enfin qu'une seule enveloppe par parent. Même parce que moi j'ai des fratries, ils sont 4 dans l'école, il n'y a que le nom de l'aîné qui a l'enveloppe. Alors souvent il y a beaucoup plus d'enveloppes au cycle 3 qu'au cycle 1. C'est très drôle de voir qu'il y a une déperdition. Mais voilà, comme ça nous permet de nous assurer qu'on ne donne qu'un seul bulletin de vote et une seule enveloppe. Parce que si jamais le jour des élections vous vous retrouvez avec 3 enveloppes signées par le même parent, vous ne pouvez pas prendre en compte le vote parce que vous ne savez pas quel bulletin prendre. Vous avez quelqu'un qui a voté 3 fois.
Et l'étiquette préétablie de onde, en fait, elle note justement le nom de l'aîné et la classe. Donc en plus, quand il faut ensuite séparer les enveloppes pour les distribuer dans chaque classe, là, c'est aussi un gain de temps. De manière à ce que ensuite, moi je sais que je prépare des boîtes. Alors encore une fois, Valérian va dire, moi j'ai 18 boîtes. Ok. Donc moi j'ai 8 boîtes. Je prépare les couvercles des ramettes de papier et je mets le nom de la classe dans chaque ramette. Et ensuite les parents, quand ils me font les enveloppes, ils me les remettent directement dans la bonne ramette. Voilà, ça marche, j'ai que 8 classes. Oui, c'est ça. Mais moi, par exemple, ce que je fais, c'est que donc j'imprime les étiquettes comme Anaïs. Et cette année, alors j'expérimente. Hein, on verra ça dans un prochain épisode si ça a fonctionné. Mais j'ai repris les étiquettes. J'ai réimprimé un jeu. Cette fois-ci sans les adresses, mais qu'avec le nom des parents, le nom du parent électeur, le nom de l'enfant et l'élection des représentants des parents d'élèves. Ce sont les mentions obligatoires. Attends, ce sont les mentions obligatoires qu'il doit y avoir sur la deuxième enveloppe. Et j'ai rajouté, en appuyant sur espace après élection des représentants d'élèves, j'ai rajouté signature et je l'ai passé au stabilo une fois imprimé. Là maintenant, j'en ai tellement marre de voir des enveloppes qui reviennent avec une signature en moins ou les mentions qui n'apparaissent pas, que cette fois-ci, voilà, j'ai mis un coup de stabilo rose sur l'enveloppe pour que les parents voient bien qu'il faut signer à côté. Donc déjà, j'ai tout pré-rempli. On verra si ça augmente le taux de participation. Parce que justement, quand vous êtes en vote par correspondance uniquement, comment est-ce que vous allez pouvoir prouver que le parent a signé, qu'il s'est présenté? C'est quand on est sur place avec notre urne, c'est facile, mais quand c'est par correspondance, en fait, c'est justement ce nom, ce prénom, cette signature qui vont prouver que le parent a vraiment, du coup, voté. Ça va être son émargement, en fait, finalement. Et c'est ça qui est vraiment très important. Et comme on sait que c'est toujours un peu, c'est compliqué, etc., il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le modèle qui existait sur les annexes EduScol, le modèle de notice de vote par correspondance. Et on a refait du coup une affiche très très détaillée, très claire avec toutes les étapes donc pour ma part, je distribue en même temps que le matériel de vote. On colle la notice dans le cahier de liaison, on met les enveloppes de vote dans le cahier de liaison et on donne tout ça. Alors, chose que je vais essayer cette année, on va tester, on va voir. Étant donné que j'ai des cycles 3, je vais faire avec eux le système de vote pour qu'ils puissent l'expliquer à leurs parents également. On va voir si ça fonctionne. Après, ça marche parce que moi, j'ai qu'une seule liste. Donc, de toute façon, il n'y a qu'un seul bulletin de vote à mettre. C'est pas le plus dur. Ce qui est le plus dur, c'est vraiment que les parents pensent à mettre nom, prénom et signature. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment la chose. Et élection des représentants de parents d'élèves, parce que c'est marqué. Moi, j'ai pas de problème. Oui, mais voilà, c'est ça. Du coup, on coupe la problématique. Et c'est pour ça que du coup, le tampon personnalisé ou les étiquettes personnalisées où il y a déjà écrit élection des parents d'élèves, c'est une aide en plus. Vraiment, on est dans cette idée-là. Ensuite, vous avez donc la partie vote sur place à l'école. Donc, il me semble, si je ne me trompe pas, le bureau doit durer au moins 4 heures. 4 heures et doit comporter une entrée ou une sortie d'élèves. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et il faut qu'il y ait vous déjà, en tant que président, vous n'avez pas le choix, donc vous êtes obligé de rester pendant 4 heures sur le vote. Et vous répartissez les élèves si jamais vous n'êtes pas. Ou si vous êtes en classe unique, vous laissez l'urne dans votre classe. Voilà. Et vous bougez pas. Hein, vous n'avez pas aux toilettes. Voilà, on reste, on part pas pendant 3 minutes. Si on va aux toilettes, on demande à un collègue de venir vous remplacer. Voilà. On ne laisse jamais sans représentant de l'éducation nationale. Voilà, donc vous ou un enseignant le temps d'aller faire pipi. Et il faut également 1 ou 2 parents. Un ou deux assesseurs. Un assesseur par liste, en fait, généralement, c'est minimum. C'est pour vérifier justement la régularité de la tenue du bureau de vote. On est d'accord, le vote sur place, c'est très, très chronophage. Ouais. On est d'accord. C'est pour ça qu'on vote par correspondance uniquement. Voilà. Puis les familles ne sont pas forcément à 16h30 à l'école. Ils n'ont pas le temps à 8h30 de s'arrêter pour remplir un bulletin de vote. Donc, et puis à 16h30, vous n'allez pas lancer le bureau de vote à 16h30. Ça veut dire que vous êtes là jusqu'à 20h30. Ensuite, il faut faire le dépouillement, on en parlera après. Non, ce n'est pas un bon plan. Vraiment, pensez, dernier conseil d'école, demandez le vote par correspondance uniquement. C'est très bien. Du coup, il faut également que, justement, vous puissiez, on l'avait dit, garantir la régularité du scrutin, donc vérifier que chaque parent vote une seule fois, assurer la confidentialité et le dépouillement transparent. Et justement, on va arriver à cette 4e partie. 4e partie, le déroulement du vote. 3 modalités sont possibles.
Le vote à l'urne, donc à l'école, à une date et horaire annoncés aux familles. Le vote par correspondance, les parents déposent ou envoient leur enveloppe. Et une nouveauté que je ne connais pas encore, le vote électronique. Alors, je vais laisser oui, Valérie en vous en parler. le vote électronique, c'est quelque chose qui a été qui est permis maintenant par la loi RIAC. Et je vous avouerai franchement que j'ai été un petit peu dans le doute parce que je me demandais comment on allait le mettre en place. Et puis, est-ce qu'on avait le droit d'utiliser, qu'est-ce qu'on avait le droit d'utiliser comme outil? On nous avait promis des outils. Voilà. Alors déjà, avant de commencer, la question qui se pose sur le vote électronique, c'est qu'on est obligé de passer par un prestataire qui doit être RGPD. Et la question que tout le monde se pose, c'est mais qui paye? Eh ben, les élections, c'est du fonctionnement de l'école, c'est du budget mairie, donc c'est dans nos budgets de début d'année qu'on doit anticiper l'achat des enveloppes, l'achat des timbres pour envoyer aux familles, et c'est aussi à ce moment-là qu'on doit envisager le fournisseur de vote électronique. Alors, je vais vous lire simplement ce qui était dans la circulaire de la DSDN 77, parce que c'est la première fois que je voyais une circulaire départementale où on parlait du vote électronique. Alors, je me suis un petit peu jeté dessus, je vais m'y renseigner pour l'année prochaine. Tu se la pètes un peu. Ouais, je me la pète, franchement, ça change. Ouais, moi je peux le faire. Attends, on va voir, mais pas cette année. Donc en cas de recours au vote par voie électronique, il vous appartient de faire appel à un prestataire fournissant une solution technique de vote électronique. Afin de faciliter la recherche d'un prestataire, je vous invite à consulter le site de l'Union des groupements d'achat publics, l'UGAP. Ce site propose en effet des solutions de vote par voie électronique sélectionnées et référencées auxquelles il est possible de recourir sans conclure de marché. Pour mémoire, en cas de pluralité des modalités de vote, le vote par voie électronique doit obligatoirement être clôturé avant l'ouverture du vote à l'urne. Voilà, donc l'idée c'est que c'est possible, il faut peut-être il faut se pencher sur l'UGAP, il faut faire des devis, je n'ai pas encore j'ai pas encore cherché, je regarderai pour l'année prochaine, parce que c'est quand même très cher et très pénible à organiser, c'est quand même beaucoup de temps. Si on peut faire par vote électronique, moi ça me tente bien. Par contre, là où je me questionne, et je pense que je demande à Désirone, mais si jamais on fait un vote électronique, il faut que les parents soient dans l'égalité de traitement face à l'informatique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut peut-être prévoir des ordinateurs à disposition pour que les familles puissent voter si elles n'ont pas de matériel électronique. Voilà, ça c'est une petite question que je me pose. Si jamais il y a des collègues qui tentent cette année, n'hésitez pas à revenir vers nous pour partager dans le commentaire du podcast. Ça peut aider les collègues à s'y faire. Puis je pense qu'on y reviendra peut-être l'année prochaine pour faire un bilan peut-être d'ici la fin de l'année pour préparer l'année prochaine. Si jamais on passe au vote électronique, quand il aura fini de se la péter parce qu'il a le droit au vote électronique. Attends, j'ai le droit au vote électronique, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Là, j'ai encore il faut que je donne mes enveloppes à la fédération de parents d'élèves pour le moment. Bref, le jour du vote. Si les parents viennent se présenter à l'école, vous devez vérifier donc l'identité du parent sur une carte d'identité, passeport, et donc l'inscription sur la liste électorale que vous aurez bien sûr imprimée. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de séparer. Alors, je ne sais pas si tu fais pareil, Anaïs, mais moi, je sépare la liste électorale en plusieurs parties. Comme ça, j'ai de A à C, et de D à E. Voilà, c'est plus simple pour que les familles puissent se repérer. On constate donc le dépôt de l'enveloppe dans l'urne et on fait signer sur la liste d'émargement. Et dans le cas du vote par correspondance. Voilà, parce que moi, du coup, je ne fais pas de vote. Donc, mais moi, je l'ai fait, ça. Je ne fais pas d'urne. Moi, je l'ai fait pendant mon temps. Je l'ai fait j'ai fait la première année où j'étais directrice, et puis après, je ne l'ai plus fait. C'est déjà la révolution. Voilà. Oui. Ça a arrangé tout le monde. C'est ça. Mais j'ai regardé Valérian le faire une année. Ah oui, voilà. C'était pénible, 4 heures à jouer aux cartes avec les parents d'élèves. Non, c'est vrai que c'était sympathique, mais c'est long, quoi. On a d'autres missions. Moi, je trouvais ça moins sympathique quand j'avais les élèves de la collègue répartis dans ma classe et que ça m'énervait et que je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais jamais vu ça. Bon, j'étais T2, hein, donc voilà. Oui, avec claquer les portes et à me traiter de tyran, donc voilà. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Du coup, pour le vote, par contre. Oui, parce que quand même, on est là pour une information. Si on veut éviter de dégraisser, ça serait pratique. Du coup, nous, ce qu'on fait dans mon école, c'est que on a un parent qui vient, je suis donc présente pour le dépouillement et mes collègues nous aident également au dépouillement. Donc, en effet, on se sépare la liste électorale et j'annonce le nom des enveloppes que j'ai et ensuite chaque collègue, quand il a le nom, il dit bingo et puis il note un C pour correspondance. Les parents participent pas au dépouillement chez toi ? Un seul, d'accord. Okay. Parce que moi, c'est les parents qui font le dépouillement. Ouais, moi, j'en ai un seul. C'était un petit peu... Dans ces moments-là, sur l'école, c'est compliqué d'avoir plus qu'un parent. Oui, on s'organise comme ça, mais on a un parent. On a notre assistant. Donc, sachez que les enseignants peuvent être réquisitionnés pour pouvoir procéder au dépouillement. Oui. Après, réquisitionner, c'est un grand mot. Moi, ils se sont proposés de le faire. Oui, ils n'étaient pas obligés, je tiens à noter. Vous pouvez envoyer vos dons aux collègues d'Anaïs. Oui,
Oui, ils prendront. Sûrement pour le vote pareil, pour payer le vote électronique, tout à fait. Du coup, on vérifie que l'enveloppe est bien signée. Et oui, on y revient encore. Si c'est signé, c'est bon. Que les mentions légales sont écrites. Donc, je rappelle, élection des représentants de parents d'élèves, nom, prénom, signature. Ensuite, on peut justement, du coup, là, on fait déjà un premier tri entre ce qui est bon comme enveloppe et ce qui n'est pas bon, parce qu'évidemment, si ce n'est pas signé, vous ne pouvez pas prendre en compte ce vote. Sachez qu'il va falloir que vous gardiez le matériel de vote et justement la preuve de tout ça pendant 3 mois. Non, même, je crois que c'est jusqu'aux prochaines élections, Ouais. il me semble. Oui, ça doit être ça. Enfin, je sais plus, mais tout est dans notre livre, Voilà. faut pas l'oublier. Et pourquoi on fait un podcast déjà? Et ensuite, ce qu'on fait nous, c'est que toutes les enveloppes qui du coup sont entre guillemets bonnes, qui ont été signées, on les reprend, on les ouvre et là on trie justement le bulletin de vote. Est-ce que le bulletin de vote est bien utilisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas écrit, on n'a pas raturé, on n'a pas entouré, et est-ce qu'il n'est pas bien utilisé, donc écrit, raturé, etc. Et ça, du coup, ça compte comme les votes blancs ou nuls, un des deux. Et donc j'ai une pile de votes normaux, une pile de votes blancs et nuls, et puis ensuite on compte tout ça. On se note tout ça. Alors, à la fin, le directeur doit le remplir, le procès-verbal en ligne. Alors, je voudrais juste préciser, parce que là, ce que tu fais attention, si jamais, enfin, je dis attention aux collègues qui ont plusieurs listes. Si jamais vous avez plusieurs listes qui se présentent, moi ça m'est arrivé, j'ai eu 3 listes sur une école. Lorsque vous avez le vote par correspondance, vous vérifiez que l'enveloppe est bien remplie. On met toutes les enveloppes qui sont bien remplies d'un coup. Et ensuite, moi j'ouvre toutes les enveloppes. Je mets les bulletins dans l'urne et ensuite je dépouille l'urne. Parce que sinon, on pourrait nous reprocher que le vote n'est plus secret parce qu'on ouvrirait l'enveloppe et on pourrait voir ce que chaque famille a voté. Ah, oui. Donc faites attention à ça. Nous c'est vrai que c'est un raccourci qu'on peut faire quand on n'a qu'une seule liste. Mais quand vous avez plusieurs listes, il faut vraiment être encore plus vigilant. Courage. Moi, je vous ai dit 3 listes, je me suis arraché les cheveux. Mais il fallait vraiment être au cordeau sur ça. Mais c'est juste une petite précision légale parce que ça peut nous être reproché au tribunal. Tu as raison. Je reprends Pour une fois qu'elle le dit, c'est noté, c'est enregistré. Donc votre enveloppe qui est signée, du coup on l'ouvre. À l'intérieur on a la petite enveloppe de couleur, du coup qui a son bulletin de vote. Et là du coup ensuite on reprend toutes ces petites enveloppes avec le bulletin de vote et puis on ouvre et on trie. Voilà. Donc en effet moi je pars du principe qu'il n'y a qu'une seule liste. Excusez-moi, parce que du coup je n'ai qu'une seule liste. Mais en effet, voilà, on reprend. Et donc, t'en étais au procès verbal? J'en étais au procès verbal, oui. Ouais. Parce que le directeur d'école doit rédiger un procès verbal. Bon, rédiger, pas du tout, en fait. On a une application sur Arena qui s'appelle ECECA. Je vous ferai élection des parents d'élèves, un truc comme ça. Voilà. Qui, en fait, génère le procès verbal et fait les calculs automatiquement. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir finalement le nombre de chiffres, cases, les chiffres, le nombre de postes à pourvoir, le nombre de candidats et le nombre de voix par liste. Oui, en fait, voilà, c'est tout. Et ça fait le calcul. Oui. Il n'y a pas besoin de chercher, c'est-à-dire que ça répartit les sièges et ça dit combien de postes. Et alors, cette application, elle ouvre je crois qu'elle ouvre le matin des élections. Et genre, elle finit 48 heures après, je crois. Alors, nous, on nous a demandé de vérifier si le lien fonctionnait. Je ne sais pas si toi, c'est pareil. Oui, chaque année, on nous demande de vérifier si ça fonctionne. Ouais. Et moi, j'en profite justement, quand je veux vérifier si ça fonctionne, j'imprime un procès-verbal vierge. Donc, en fait, c'est le même que vous allez avoir sur l'application, sauf que du coup, il sera vide. Et moi, je le remplis directement quand on est au dépouillement, etc. Je remplis directement sur la feuille tout ça. Et après, je reporte tout ça tranquillement. Dans mon bureau, on a quoi, 24 ou 48 heures? On a jusqu'au lundi matin, je crois. Ouais, 28 heures, oui, c'est ça. Pour en fait rentrer vous rentrez les résultats, ça calcule, vous imprimez votre procès verbal tout prêt, vous avez votre procès verbal, vous avez l'annexe B. Oui. Qui doit être rempli avec le nom des parents et le nom des parents exactement dans le même ordre que la liste de candidature. Donc si vous avez plusieurs listes et qu'il y a eu plusieurs voix sur chaque liste, vérifiez bien que les 4 premiers sont bien les 4 premiers de la première liste, etc.
Et ensuite, vous devez afficher ce procès-verbal et cette annexe doit être affiché devant l'école, visible par tous. Moi, je le fais le soir même parce qu'il doit être signé je le fais le même parce qu'il est signé par les membres du bureau qui ont participé. Donc, si jamais vous dépouillez si vous faites la remontée sur ECK le samedi ou le dimanche, sachez que le lundi matin, il devait être signé par les mêmes membres qui sont là. Donc, ça peut être un petit peu. Et c'est vrai que écrire les 18 noms de titulaires et les 18 noms des suppléants, c'était un vrai plaisir. Voilà, parce que ça ne le remplit pas automatiquement. Par contre, c'est vrai que c'est pratique cette application parce que ça vous dit le nombre de. Alors, donc, quand on fait calculer, on rentre tous les résultats, le nombre de voix par ligne, et ça calcule le nombre de postes obtenus par chacun, et ça répartit aussi les sièges au plus grand quotient restant. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment rien à calculer, c'est vraiment eux qui font tout. Ça, c'est génial. On a quelque chose de bien qui fonctionne ici, un truc informatique qui fonctionne. Ça fonctionne. Quand je disais je me mets dans mon bureau plus tard au calme, je veux juste dire que je sors, une fois qu'on a les calculs qui sont faits, je sors de la salle des maîtres qui contient beaucoup de monde pour aller vers mon bureau avec du coup le parent qui est présent et un des enseignants, et du coup on signe, on se fait la signature à ce moment-là, parce que c'est vraiment très très rapide le procès verbal. On met ça devant l'école et puis on transmet du coup ce procès verbal et l'annexe à l'IUN. Souvent, il y a les mairies aussi qui les demandent. Oui. Ouais, aussi. Je suis d'accord, il y a la mairie aussi, mais du coup... Surtout à notre IUN. Voilà. Mais dans mon cas, par exemple, moi, la mairie le demande, mais elle va le demander avec d'autres informations concernant tous les conseils d'école, etc. Donc, je ne m'avance pas plus sur ce sujet parce que vous verrez avec vos municipalités directement. Mais en tout cas, vraiment, les noms, la liste doit être affichée devant l'école et les résultats transmis à la circonscription, puis après, vous voyez avec la mairie en fonction. 5e partie, conseils pratiques pour faciliter l'organisation. Donc, pensez à préparer un calendrier rétro-planning afin de relancer les familles et de les informer au moins 10 jours avant. Il faut créer un moment autour des élections. Il faut harmoniser le message avec toute l'équipe enseignante. Il faut demander à ce que les enseignants relancent les familles, relancent les enfants. Il faut en parler avec les enfants, c'est ce que tu disais Anaïs tout à l'heure. Il faut leur montrer que c'est important, que nous, équipe enseignante, on s'implique et que du coup, on veut vraiment qu'il y ait le maximum d'enveloppes qui reviennent. Moi, je sais que ça m'est arrivé, alors je ne sais pas si on a le droit, mais de rendre des enveloppes à des familles parce qu'il manquait la signature, il manquait les mentions légales. Je l'ai fait parce que je me suis dit que là quand il n'y a qu'une seule liste, il n'y a pas d'enjeu. Donc vraiment, il faut justement pouvoir y... Et surtout, il faut mettre en avant aux familles l'importance de la participation. Plus le taux de vote est élevé, plus c'est un indicateur de l'implication des familles dans l'école. Et voilà, donc ça vraiment c'est important. C'est très valorisant quand le taux de vote augmente. C'est ça, voilà. Ça montre vraiment qu'il y a un travail... Je l'ai fait tripler en 4 ans. Sachez que l'inspection aime beaucoup voir que vous travaillez sur la coéducation et la participation des familles. Et surtout, n'hésitez pas à solliciter les associations de parents d'élèves pour diffuser l'information, utiliser tous les canaux. Il faut faire un peu un grand moment démocratique. N'hésitez pas à organiser des séances de MC sur les élections à ce moment-là. Peut-être délire les délégués de classe, délire les éco-délégués. Voilà, ça peut être ce moment-là. Il faut créer une émission autour des élections des représentants de parents d'élèves. Ouais, je reviens sur ce que tu disais, d'inclure les élèves, de leur en parler aussi. C'est pas juste, c'est l'enveloppe, donne-la à papa et maman et puis ils vont s'en occuper. Non, en fait, c'est un premier pas aussi dans les élections, dans le système démocratique qui, je pense, peut vraiment parler aux enfants. Je pense également, nous, du coup, sur la ville où je travaille, on a les élections du conseil municipal des enfants qui arrivent très rapidement après les élections de parents d'élèves, justement. Et donc, on est vraiment dans le dossier, quoi. 6e partie, le rôle du directeur après le scrutin. Donc, comme on l'a dit un peu plus haut, votre rôle maintenant, une fois que le scrutin est terminé, c'est de transmettre les résultats, afficher la liste des élus et conserver les documents officiels. Mais votre rôle ne s'arrête pas là, puisque maintenant vous devez accompagner ces nouveaux représentants de parents élus, qu'ils soient nouveaux ou pas. Vous allez donc les inviter systématiquement au conseil d'école, leur rappeler leurs droits et leurs limites et encourager une collaboration constructive. Alors, évidemment, quand on dit avant l'invitation systématique au conseil d'école, nous, ce qu'on vous conseille, c'est bien en amont du conseil d'école de prendre rendez-vous avec eux pour justement aborder leur expliquer les points qui vont être abordés au conseil d'école, écouter leurs questions, pouvoir aussi faire du tri.
dans les questions qu'ils vont avoir, parce qu'il y a des questions qui n'ont pas leur place au conseil d'école. Et ça, je pense qu'on y reviendra dans un épisode d'un autre podcast, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Sur justement le conseil d'école, c'est un autre gros sujet. Et ça permet du coup justement de préparer cette réunion. Et que ça soit pas simplement poser- un sens unique, parce que Oui. le conseil d'école devienne quelque chose de pénible, ça se travaille en amont, quoi. Leur rappeler leurs droits, oui, évidemment, mais aussi leurs limites, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont parents élus qu'ils peuvent tout se permettre au sein de l'école. Il y a un guide pour les nouveaux qui ne connaîtraient pas forcément leur guide, et à leur place, il y a vraiment, pas leur place, leur rôle, pardon, sur EduSchool, où ils peuvent justement savoir ce qu'ils peuvent demander, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent organiser. Voilà, et c'est pas parce que les familles insistent, des fois, notre rôle en tant que directeur, c'est de tenir bon et de se garder un texte. Moi, je pense par exemple très rapidement, des représentants parents d'élèves qui voulaient organiser une vente de chocolat dans l'école, bah, c'est interdit par le CCE. Donc j'ai dû dire non, mais ça se faisait peut-être pendant 20 ans dans mon école, mais c'était pas possible en fait. À partir du moment, c'est à nous de garder le cap législatif et réglementaire. Et c'est vrai que si vous êtes nouveau directeur qui arrive sur une école où il y a eu d'autres habitudes entre le directeur d'avant et les parents élus, oui, ça va être compliqué au début. Vous allez vous prendre des murs, mais il faut tenir. Il faut faire preuve de pédagogie, hein. C'est un mot qui est souvent galvaudé pour les directeurs d'école, mais il faut rendre lisible sa pratique, rendre lisible ses valeurs et son cadre. Et plus le cadre est clair, en fait, même si tout le monde va s'y frotter, hein, votre cadre, mais plus le cadre est clair, plus ça va vous permettre d'asseoir votre rôle et votre statut dans l'école. En conclusion, les élections de parents d'élèves ne sont pas qu'une obligation administrative, c'est un véritable moment démocratique qui donne du poids et de la légitimité aux familles dans la vie de l'école. En préparant bien ce scrutin, ou en rassurant les parents et en donnant un cadre clair, vous transformez cette étape en opportunité, celle de renforcer la confiance école-famille. C'était Chronique de Dirlo. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci. À bientôt.